Bonsoir à tous, c'est l'heure du journal de l'Afrique sur France 24. À la une ce soir, un chiffre, celui avancé par le commissaire de l'Union africaine pour la paix et la sécurité à Oran, en Algérie. Selon Smail Chergui, 6000 djihadistes du groupe État islamique pourraient revenir en Afrique. Nous reviendrons sur ce chiffre et sur la menace terroriste sur le continent avec Wassim Nasr, notre spécialiste des réseaux djihadistes. Dans ce journal également, ce gigantesque incendie qui a ravagé le grand marché de Bamako. Tous les pompiers de la capitale malienne ont été mobilisés, 160 hommes au total. Il n'y a pas de victimes à déplorer, mais les dégâts sont considérables. Reportage de notre correspondant Anthony Fouchard dans ce journal. Enfin, pour finir, nous irons en Afrique du Sud. L'ANC doit tenir sa conférence le 17 décembre prochain. Le parti doit élire son nouveau président. Nos correspondants ont pu réaliser le portrait de l'une des favorites, l'ex-femme de Jacob Zuma, une personnalité difficile à approcher. Le spectre du retour de combattants africains du groupe État islamique sur le continent inquiète l'UA. Selon son commissaire pour la paix et la sécurité, Smail Chergui, il a estimé à 6000 le nombre de djihadistes africains parmi les 30 000 éléments étrangers ayant rejoint le groupe terroriste au Moyen-Orient. Que signifie ce chiffre? Quelle menace pour la stabilité de la région? Nous avons posé toutes ces questions à Wassim Nasr, notre spécialiste des réseaux djihadistes. Écoutez. Il faut rester prudent avec les chiffres parce que personne n'a été les compter. C'est 1000, peut-être qu'il y en a plus, forcément, si on parle de tout le continent africain, y compris Afrique du Nord. Je ne pense pas que les chiffres sont précis, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Mais la réalité du phénomène, elle est là. En ce qui concerne les djihadistes occidentaux, ils sont très répertoriés, très suivis, etc. etc. Ce n'est pas du tout la même chose, ni à la même échelle en ce qui concerne l'Afrique. Quand on parle d'Afrique du Nord ou même d'Afrique noire, où les djihadistes sont implantés dans plusieurs endroits. Il y a la problématique du Sahel, bien sûr, mais il y a l'État islamique au Sinaï. Il y a une partie de Boko Haram qui a voué allégeance à l'État islamique. Et là, on sait que les gens ne sont pas vraiment répertoriés. Et c'est là que le vrai problème de ce qu'on qualifie de revenants va se poser. Donc, dans ces pays du Sud où il n'y a pas de vrai suivi. Il y a plusieurs pays qui ont été exportateurs, entre guillemets, de djihadistes, comme par exemple on pense à la Tunisie, on pense à la Libye, on pense au Nigeria, mais aujourd'hui le problème se pose aussi autrement parce qu'on pensait que certains pays étaient épargnés, comme le Sénégal, comme le Burkina Faso, comme la Côte d'Ivoire. On voit qu'eux aussi sont touchés par ce phénomène-là, que ce soit du côté d'Al-Qaïda ou de l'État islamique. Le retour de ces djihadistes dans leur pays d'origine, donc indétecté bien sûr, sera source de troubles, comme ce fut le cas par exemple par les Algériens qui ont combattu en Afghanistan avant qu'ils ne rentrent en Algérie. Mais en même temps, il ne faut pas non plus sous-estimer les djihadistes ou les aspirants djihadistes qui sont déjà sur place. C'est pour ça que j'ai mentionné des pays comme le Sénégal, le Burkina ou la Côte d'Ivoire, où on pensait que ces pays étaient épargnés par le phénomène et qu'on découvre au fil des attentats, donc là c'était surtout pour le coup d'AQMI, que les djihadistes étaient des locaux. Et comme le signalait Wassim Nasr avant même d'évoquer le cas des revenants, il y a la problématique des djihadistes déjà présents sur le sol africain, dans le Sahel en particulier, une zone où la France est présente à travers notamment l'opération Sabre. Ces forces spéciales travaillent sur le contre-terrorisme en infiltrant les zones où se trouvent les djihadistes. Nos journalistes Armel Charrier et Karima Kiki ont pu s'entretenir avec l'amiral Laurent Isnar, le patron des forces spéciales sur le terrain. Il parle justement de la mission de ces hommes, extrait de cet entretien. Nous, à partir du renseignement que peut nous fournir la population, nos observations, on va chercher le terroriste chez lui pour lui interdire toute zone de sécurité, pour le mettre dans l'insécurité, pour qu'il soit obligé de se cacher et qu'il puisse laisser les populations tranquilles. Donc ça demande de faire des patrouilles, ça demande d'aller au contact des populations et de leur interdire tout accès, toute zone, refuge, leur interdire d'aller en ville, leur interdire de pouvoir dormir toute une nuit tranquille dans le désert. Un entretien que vous pourrez voir dans son intégralité à 23h15, heure de Paris.
Et justement, cette menace terroriste a de nouveau frappé au Mali. 6 personnes ont été tuées dimanche près de Tombouctou, dans le nord-ouest du pays. L'attaque visait un groupe armé favorable à l'accord de paix de 2015, un accord qui vise à instaurer une paix durable dans le nord du pays. On reste au Mali avec ce gigantesque incendie qui a ravagé le plus grand marché de la capitale Bamako. 3 feux se sont déclarés presque en même temps. Les bouches à incendie étaient vides à l'arrivée des pompiers. Ils étaient 160 à lutter contre les flammes, sans compter les habitants venus les aider. Reportage de Caterina Vitozzi et Anthony Fouchard. Les habitants et les pompiers tentent de casser les cadenas de ces boutiques. Le feu couve encore à l'intérieur. Tous les soldats du feu de la capitale, soit plus de 160 hommes, ont été mobilisés pour lutter contre cet incendie qui s'est déclaré au pire endroit possible. C'est au beau milieu, au cœur du marché. On avait des inquiétudes pour que la propagation ne puisse pas atteindre les immeubles. Et lorsqu'il atteignait les immeubles, ça était plus dramatique. Et on avait un problème majeur de voies d'accès. Et ensuite, il y avait un problème d'eau. Il fallait quitter pour aller se ravitailler à 2 km, 3 km. Et le marché a des poteaux, mais ces poteaux ne sont pas alimentés. C'est ça le problème majeur. C'est le cœur du marché historique qui a été détruit. Dans les petites ruelles, déjà difficiles d'accès en temps normal, la mobilisation aux côtés des pompiers s'organise. Les habitants, des enfants même parfois, portent à bout de bras les lances à incendie. Depuis 3h du matin, le fait est là. Depuis 3h du matin. Et c'était important pour vous de venir aider comme ça? Normalement, c'est la famille, nous sommes maliens. S'il y a des problèmes, on est obligé de s'épauler, quoi. Ouais. Et vous n'avez pas de protection, pas d'équipement, rien, quoi. Ben, ça va aller. Ne vous inquiétez pas, ça va aller, Inch'Allah. Ouais. Certains tentent de sauver ce qui peut encore l'être, mais pour la majorité des commerçants, c'est déjà trop tard. On est devant notre boutique comme ça. Et à la boutique, on vendait des chaussures. Donc tout est parti. Il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. Tout est parti. Le feu s'est déclaré à 3 endroits différents, presque au même moment. C'est ce qui étonne les pompiers et la police qui travaillent encore à identifier la cause du sinistre. L'hommage rendu au casque bleu tanzanien victime d'une attaque jeudi. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre une force des Nations Unies depuis 1993. La cérémonie s'est tenue ce lundi dans l'est de la République démocratique du Congo. Les 14 cercueils couverts du drapeau tanzanien étaient installés près de Beni, dans la province du Nord Kivu. Les corps seront rapatriés entre mardi et mercredi. Qui sera à la tête de l'ANC en Afrique du Sud. Le parti, autrefois présidé par Nelson Mandela, organise le 17 décembre une conférence pour élire son nouveau président ou présidente, car parmi les favoris, une favorite, Nkosazana Dlamini Zuma, l'ex-femme du chef de l'État, surtout connue sur le continent africain pour avoir présidé l'Union africaine. Madame Zuma est très populaire dans son pays et très difficile à suivre. Nos reporters y sont parvenus, portrait signé Caroline Dumais et Stéphane Carstens. C'est le personnage politique le plus difficile à suivre en Afrique du Sud. Impossible de connaître son programme. Ses gardes du corps sont toujours aux aguets. Nkosazana Dlamini Zuma n'a pas besoin des médias pour être populaire. Tout le monde la connaît. Ancienne patronne de l'Union africaine, ex-ministre de l'Intérieur, elle choisit souvent les églises pour faire campagne. Les chorales évangéliques ont même créé des chansons pour elle. Sous des allures très douces, son programme est radical. Éducation gratuite, expropriation des terres, nationalisation des banques, elle veut tout changer. Nous ne maintiendrons jamais la paix si notre peuple a faim, si notre peuple n'a pas de toit, si notre peuple est malade ou s'il n'a pas accès à l'éducation, si l'économie ne profite pas à tous. Elle a des idées bien à elle et elle déteste quand on la qualifie d'ex-femme d'eux. Elle rappelle dans ses meetings qu'elle militait à l'ANC avant d'avoir épousé Jacob Zuma. Alors quand il y a un cadeau à prendre pour le chef de l'État, quelqu'un d'autre s'en charge. Certains disent qu'elle a failli quitter la course à la présidence car le nom du père de ses 4 enfants est assez lourd à porter. Mais que ses troupes l'ont convaincue de rester. Without partiality.
Sans partialité, levez les mains en direction de votre leader. Nous l'avons choisi pour la mission que vous allez lui faire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. L'Afrique du Sud a besoin de venir à bout de la pauvreté. Nous ne pouvons pas le faire sans transformer radicalement notre économie. Il est temps de le faire, pas seulement pour le pays, mais pour notre peuple. 50% de notre population est pauvre. Le chômage ne fait qu'augmenter parmi les jeunes. Ce statu quo est intenable, même pour la paix. Elle se sent investie d'une mission. Lentement mais sûrement, Nkosazana Dlamini-Zuma s'impose sur la scène politique. Les opérations écologiques se multiplient en ce moment dans les camps de réfugiés. En Tanzanie, l'arrivée de 300 000 Burundais et Congolais ces dernières années a considérablement accentué la pression sur les terres. Alors, pour minimiser l'impact sur l'environnement, le HCR a lancé un programme qui invite les réfugiés à planter des arbres. Les détails avec Clément Bonnereau. Wizi Yimana a fui la violence et l'insécurité au Burundi il y a 2 ans. Aujourd'hui, elle vit ici dans ce camp au nord de la Tanzanie. Elle y travaille comme jardinière. Elle s'occupe de faire pousser des arbres dans une des 14 pépinières financées par le HCR. Je suis chargée d'arroser tous les arbres de la pépinière, surtout le manguier et le papayer. Je dois m'assurer qu'ils ont assez d'eau. Le nord de la Tanzanie accueille plus de 300 000 réfugiés, la plupart originaires du Burundi et du Congo. Ici, leur nombre n'est pourtant pas la seule préoccupation. Ces réfugiés dépendent presque exclusivement du bois pour se chauffer et se loger et exercent ainsi une pression considérable sur les forêts et les ressources locales. Pour compenser l'impact sur l'environnement, l'ONU et ses partenaires comptent planter au moins 2 millions d'arbres d'ici à la fin de l'année prochaine. Des millions d'arbres ont été coupés ces dernières années pour construire des abris ou chauffer les maisons. Ici, dans la pépinière, on fait donc pousser les arbres pour la construction et aussi pour le chauffage. Les réfugiés du camp sont tous formés au jardinage. L'ONU leur distribue aussi chaque semaine des bonbonnes de gaz, une alternative plus sûre, plus saine et plus durable que le bois à brûler. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.